Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Scriptologie, le podcast mensuel sur l'écriture de scénarios, où on va disséquer, discuter, triturer un script de fiction avec son auteur. On rentre au cœur des techniques d'écriture de nos invités et on spoil un max parce qu'on veut tout savoir, de l'exposition à la résolution finale en passant par les différents pivots. On apporte tout dans ce podcast. Et notre invitée d'aujourd'hui, elle va nous expliquer comment on écrit pour les petits. Et croyez-nous, c'est vraiment pas une mince affaire. Si vous pensez qu'écrire des dessins animés, c'est un jeu d'enfant, vous passerez au rattrapage parce que vous avez eu zéro au contrôle surprise. Je suis Lise Barembo, mais je suis accompagnée comme d'habitude de Raphaël Cohen. Bonjour Raphaël, Bonjour Lise. dis-nous qui on reçoit aujourd'hui. Alors, on reçoit une autrice géniale qui a été lauréate de l'aide à l'écriture du Fayet en 2024. Elle a 2 séries en développement en ce moment. Elle écrit entre autres pour des jeux vidéo, de la réalité virtuelle. Elle va nous parler un peu de tout ça. Mais vous connaissez Scriptologie. On va s'intéresser à un projet en particulier. C'est la série Oscar et Malika sont toujours en retard. Une série jeunesse qui passe sur France 4. C'est Cédriane Fossa. Bonjour Cédriane et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Raphaël, bonjour Lise. Scriptology, Scriptology, c'est parti, c'est maintenant. Merci d'être avec nous pour ce 4e épisode de Scriptologie, pour parler de la série d'animation Oscar et Malika sont toujours en retard, qui est diffusée sur France Télé. Alors Cédriane, tu connais le concept de notre podcast. Est-ce que tu es prête à nous livrer tous tes secrets d'écriture et à nous laisser entrer dans ton cerveau pour essayer de comprendre comment ça marche? Alors dans mon cerveau, il va vous falloir peut-être quelques machines. Ça tombe bien dans Oscar et Malika, toujours en retard, il n'y a pas besoin du son dans le titre. On a un personnage qui s'appelle le professeur Toybos qui pourrait vous y aider. Voilà. D'abord, est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvée à écrire pour cette série? Parce que je crois que tu n'es pas la créatrice. Comment ça s'est passé? Comment on devient auteur sur une série d'animation comme Oscar et Malika? Donc Oscar et Malika, c'est une série qui a plusieurs années. Moi, j'ai commencé à écrire sur la saison 3. Ça avait été créé par Sylvain Huchet, Peter Seslin et Jérémy Guiter. Je me suis permise de refaire des recherches parce que moi j'ai commencé en 2022-2023 et cette série elle a été créée en 2018. Je suis entrée sur cette série parce qu'il y a beaucoup d'épisodes. Chaque saison c'est environ 52 épisodes qui certes font 11 minutes mais 11 minutes assez denses. Ça demande beaucoup d'imagination donc ils essayent à chaque fois d'engager de nouveaux auteurs et moi c'est un petit peu par hasard que j'y suis entrée parce que j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Jean Arlez qui était directeur d'écriture pour la boîte de production Watch Next. Et à l'époque, moi, je cherchais du travail. Et très honnêtement, au début, je suis entrée dans l'animation pour... Il n'y a pas de mauvaise raison de choisir un travail, mais on va dire que c'était la moins chouette, puisque c'était parce que j'avais besoin d'argent, tout simplement. Je parle à ce jeune homme que je rencontre en soirée. Je découvre qu'il est scénariste. Je découvre qu'il est scénariste d'animation. Et en étant très honnête sur le fait que j'ai pas mal d'expérience dans différents domaines, à l'époque j'avais fait beaucoup de VR, mais que je n'avais jamais écrit pour l'animation, il m'a proposé de faire un test pour une autre série qui s'appelle Hello Kitty. On connaît le personnage, voilà. En gros, en animation, jusqu'à il y a peu, j'ai travaillé sur des grosses IP, sur des gros concepts déjà très connus. Et sur Hello Kitty, j'ai fait un test, j'ai écrit un épisode, ça s'est bien passé, et puis plus rien. Aucune nouvelle, donc je me dis, bon, dommage, j'avais bien aimé. J'avais découvert ainsi le monde de l'animation, et c'est vrai que ça a apporté une autre couleur et une autre perspective sur mon métier. Et quelques mois plus tard, ce fameux Jean, qui était devenu directeur d'écriture sur la saison 3 d'Oscar et Malika, a fait appel à moi, avec la phrase la plus flatteuse qui était « Oui, on a besoin d'auteurs un peu expérimentés, un peu solides, parce qu'on a besoin d'apporter beaucoup d'épisodes. Est-ce que tu veux rejoindre notre atelier de pitch ?» Et donc j'ai rejoint les ateliers de pitch. Au départ, on avait ce système qui n'existe plus trop désormais en animation, mais qui ressemblait un peu à une sorte de writing room comme on pourrait en trouver dans d'autres séries, où on se réunissait. Il y avait au moins le directeur d'écriture, la coordinatrice à l'époque, Charlotte Donadieu, parfois le réalisateur, parfois d'autres auteurs, et on brainstormait sur toutes les idées qui pouvaient nous venir. On faisait aussi une liste
des personnages qu'on n'avait pas beaucoup réutilisés, les thèmes qu'on aimerait bien réaborder, toutes ces choses-là. Et on faisait des listes immenses de pitch, pitch, pitch constamment. Et en fait, ces ateliers-là étaient payés. Ils étaient rémunérés aussi en droit d'auteur. C'est plus comme ça que ça fonctionne, si je me trompe pas. Mais en tout cas, c'était très très chouette de commencer comme ça. Et parce que ça s'est bien passé, ensuite je suis passée à d'autres étapes, j'ai écrit d'autres épisodes. J'ai complètement écrit et dialogué certains des pitchs que j'avais créés et qui avaient été validés par la maison de production et par la chaîne, par les chaînes, parce que c'est une collaboration. Il y a France 4 en France, c'est comme ça qu'on le connaît, mais il y a aussi Super RTL en Allemagne qui a beaucoup d'influence sur l'écriture. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec ces petits personnages et j'ai dû me sentir assez bien avec eux parce qu'en tout et pour tout, il y a un système d'écriture un petit peu particulier, mais j'ai écrit 12 épisodes et les saisons en font 52, donc c'est pas mal. Alors, juste pour qu'on comprenne bien le milieu de l'animation, toi, d'après ce qu'on comprend, t'as pas suivi une formation spécifique pour l'animation, Non. mais est-ce que ça existe? Alors, ça existe. Très souvent, maintenant, dans les écoles d'animation, ils ont des formations scénario. Le plus souvent, ce sont quand même des formations scénario, par exemple au Gobelin, qui sont pensées pour permettre aux réalisateurs, aux storyboarders, donc aux métiers, on va dire vraiment de l'animation plus spécifiquement, de comprendre comment un scénario fonctionne et qu'il y ait une meilleure synergie. Parce que un scénariste ne sait pas forcément ce que ça représente, et notamment l'économie de la création d'animation. Le dessin, c'est long. La création, le character design, c'est quelque chose de coûteux, donc on peut pas créer des personnages constamment. Donc ça peut être... C'est assez utile. Je sais que certaines écoles de scénario, notamment le CEA, ont une très bonne partie de leur formation consacrée à l'animation. Mais après, la plupart des gens qui écrivent pour l'animation sont en fait des scénaristes comme vous et moi, qui ont mis leurs mains dans le cambouis et ont compris un petit peu comment ça fonctionnait. Alors, tu vas nous raconter tout ça petit à petit, surtout la collaboration entre toi et les animateurs. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous parler spécifiquement sur la série j'ai oublié le prénom du Oscar et Malika, pardon. J'allais dire Cédric, mais non, c'est pas Cédric. Oscar et Malika. Est-ce que tu peux nous parler de cette série-là, comment elle fonctionne en termes d'écriture, combien vous êtes d'auteurs dessus, comment vous partagez le travail, voilà, comment ça marche pour écrire, on va dire tous les épisodes, mais un épisode en particulier. Dans l'animation en général, sur cette série particulièrement, c'est-à-dire les grosses séries qui existent depuis longtemps, qui fonctionnent très bien, il y a un système d'écriture un petit peu industriel, presque, il y a un Fordisme de l'écriture, avec certes, il y a le directeur d'écriture qui est vraiment là pour s'assurer de la cohérence. On a besoin, parce qu'on écrit pour les enfants, il y a beaucoup de relecture, beaucoup de supervision de la part des producteurs et des diffuseurs. France Télévisions est très à cheval sur ce qu'on peut montrer et ce qu'on ne peut pas montrer. Donc forcément, ça peut être dès l'étape du pitch. Chaque étape est naturellement validée aussi bien par le directeur d'écriture, puis les producteurs, puis les diffuseurs. En tout cas, nous, on a eu plusieurs types de fonctionnement, mais souvent c'est découpé entre le pitch, qui en vérité, et ça c'est un autre sujet, est souvent plutôt sous forme de synopsis. On est à 1 page et demie, 2 pages. Et une fois que celui-ci est validé, soit on garde ce même projet. Moi, il y en a quelques-uns, je me suis battue pour les écrire de bout en bout parce qu'ils étaient assez personnels. Et c'est ceux dont on va parler aujourd'hui, il me semble, pour la plupart en tout cas. Ou alors, il est confié à un autre auteur. Et moi, par exemple, j'ai eu certains de mes synopsis qui ont été repris par d'autres auteurs qui ensuite, très basiquement, ont fait un traitement, un séquencier, un dialogué qui était à chaque fois repris, échangé, discuté avec et la coordinatrice d'écriture et le directeur d'écriture, directeur de collection. Moi, j'ai aussi fait l'inverse, où on m'a proposé des synopsis de quelqu'un d'autre, et je les ai repris. Mais ce qui est assez marrant, c'est que finalement, on s'est très peu rencontrés. C'est à la soirée de fin de production de Oscar et Malika saison 3 que j'ai rencontré une autrice qui s'appelle Oriane,
dont les synopsis m'avaient souvent été confiés. Et j'ai rencontré d'autres auteurs qui avaient écrit à partir de certains des miens. Voilà. Et comment ça se fait alors que on n'écrit pas forcément les épisodes des synopsis qu'on a proposés? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Alors je pense que ça dépend un peu de nos forces, déjà. Parfois, on peut avoir des très très bonnes idées. Par exemple, moi j'ai souvent des très bonnes idées un peu science-fiction. Ça ne veut pas dire que je suis très à l'aise pour les dialoguer. Parfois, j'écris un synopsis qui est avec un certain personnage, mais que je connais pas aussi bien. Typiquement, les voix de Terry, dont on parlera tout à l'heure, le petit bully de l'école, je l'ai très bien, j'aime beaucoup l'écrire. Le professeur Toybos, qui est un peu le scientifique fou, j'aime bien ce personnage, mais je suis potentiellement un peu moins à l'aise avec lui. Je peux imaginer des histoires qui le concernent, ça veut pas dire que je vais lui rendre justice dans sa voix. Donc ça peut être une justification. L'autre, c'est aussi des questions d'organisation, parce qu'on est un peu à flux tendu. Et donc parfois, quand on était à l'époque où il y avait encore les ateliers de création de pitch et synopsis, parfois on était dans une boucle où on en écrivait, on proposait des nouvelles histoires constamment. Et prendre le temps de dialoguer toutes ces histoires-là aurait été compliqué. Moi, par exemple, pendant 2-3 mois, j'ai produit énormément de synopsis et j'en ai dialogué 3. Mais il y en avait plein d'autres qui étaient déjà envoyés à l'écriture pour qu'on avance rapidement sur la production. Et ensuite, quand j'ai eu un peu plus de temps parce que je proposais moins d'histoires, ça y est, j'avais fait mon round, on va dire, on m'a proposé de dialoguer d'en dialoguer d'autres. Donc, c'est le directeur de collection qui vous assigne telle ou telle tâche sur telle ou telle histoire? Il nous propose. Ok. Euh, Mais, mais ça veut dire qu'il connaît très bien le style de chacun. Oui, ce directeur de collection, je le considère comme un ami. Souvent, il testait sur un dialogué, et puis si quelqu'un avait une histoire à proposer et qu'il restait un slot, on le laissait faire. Donc, c'est une équipe d'auteurs est-ce que c'est une équipe qui est en place depuis longtemps? Parce que pour se connaître aussi bien, Pas nécessairement. Je sais qu'il y en avait certains avec qui il avait déjà travaillé. Moi, du coup, il me connaissait un petit peu. Il avait vu comment j'écrivais, il avait confiance, on va dire. Mais c'est toujours un test, quoi. Comme il faut aller rapidement, que souvent la mise en production, la mise en dessin, notamment si on crée des nouveaux personnages, se fait alors que l'écriture de la série n'est pas terminée, l'écriture de la saison en tout cas, il était nécessaire de tester et d'avancer rapidement, et ce système un peu fordiste le permet peut-être plus facilement. Et donc, combien il y a d'auteurs qui travaillent sur une saison? Je ne sais même pas. Ah, en fait, vous vous rencontrez pas, c'est chacun travaille chez soi, il n'y a pas de... Je pense que sur cette saison, on était une grosse vingtaine. Ah oui, quand même. Je pense. Peut-être que... Si, oui, je pense. Après, il y avait certaines personnes qui n'ont fait qu'un épisode, ou qui n'ont fait que dialoguer un épisode, n'ont pas proposé de synopsis. Certaines personnes n'ont écrit que les synopsis. Donc voilà, ça fait une grosse vingtaine. Encore une fois, pour 52 épisodes, c'est beaucoup. Et avec un fonctionnement un petit peu particulier. ça a l'air d'être quand même un énorme travail. Ça te prend combien de temps par semaine? Oula. Tu veux faire autre chose? Ah oui. Enfin, c'est compliqué de vraiment faire autre chose. Parce que on a besoin d'espace mental. Je pense que ça serait compliqué de faire ça en parallèle, je sais pas, d'une autre grosse série. Et notamment, moi par exemple, je développais pas mal de projets personnels en parallèle, mais je me les gardais pour le week-end. C'était mon petit travail loisir, super. Parce que penser en profondeur, je sais pas, un gros projet de thriller où tu dois tout inventer, ça prend énormément de bande passante. Et donc même si tu vas écrire 3 lignes à la fin de ta journée, parce qu'enfin t'as débloqué un truc, ça t'a pris tout ce temps-là. Là où pour l'écriture des épisodes, comme la série est déjà créée, et que surtout c'est du bouclé, donc il y a quand même une certaine logique, il y a un certain mécanisme qu'on garde, même si c'est une série particulièrement libre et riche, puisqu'on peut vraiment passer dans tous les genres. C'était pour ça que j'avais beaucoup apprécié écrire comme ça.
On a quand même très vite la mécanique, la technicité d'écriture qui prend le relais. Donc même si ça prend du temps, comme toute technique, comme tout art, comme tout artisanat, bah, plus on a l'habitude, plus on fait, plus on sait faire et plus vite ça va. Moi, j'ai envie, je sais pas ce que vous en pensez, qu'on commence à parler de Oscar et Malika. Qu'est-ce que c'est? Parce que les gens, ça fait 15 minutes qu'on parle, ils savent toujours pas. Euh, Cela dit, on recommande quand même d'avoir vu quelques épisodes avant d'écouter le podcast. Donc, vous pouvez trouver sur France TV, Oscar et Malika sont toujours en retard. Le pitch, tel qu'il est écrit sur France TV, c'est Oscar et Malika habitent le même quartier. Quand leurs parents ont découvert qu'ils étaient dans la même classe, ils ont insisté pour qu'ils fassent ensemble le trajet jusqu'à l'école. Ce sera plus sûr que ce dont ils dit. S'ils savaient, en quittant la maison, leur objectif est peut-être d'arriver à l'heure, mais malgré tous leurs efforts, ils arrivent en retard à l'école. Ils sont chaque matin les héros d'une aventure incroyable. Donc, c'est deux copains, Oscar et Monica, qui habitent compris l'un à côté de l'autre. Et sur le trajet de l'école, ils vont vivre des aventures absolument rocambolesques et incroyables. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai trouvé assez magique parce que ça ressemble vraiment à l'imaginaire d'un enfant qui, sur le trajet de l'école, s'ennuie peut-être un petit peu et va partir, complètement, dans des aventures folles et le truc d'être en retard à l'école, c'est le petit détail qui est dans le titre d'ailleurs, qui est assez important parce que moi, je vois mon fils, ça l'a fait éclater de rire, le fait qu'il soit en retard tous les matins et à chaque fois, ils disent ce qui s'est passé à la directrice, qui est leur excuse de pourquoi ils sont en retard. Et évidemment, ça fait écho à des mensonges un peu fous que pourraient dire les enfants, sauf que eux, c'est vrai. Hem, donc voilà, c'est ça la série. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Est-ce Non, que c'est j'ai tout bien à fait ça. raconté? C'est tout à fait ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler des épisodes que tu as écrits, que tu nous as envoyés? Bien sûr. Alors, il y en a beaucoup que j'ai écrit et je pense que j'en mentionnerai d'autres petit à petit au fur et à mesure de notre discussion. Mais ceux que je vous ai envoyés, il y en a un qui s'appelle Boss Terry. Et donc, c'est Terry qui est le petit bully de l'école, celui qui embête tout le temps Malika et Oscar, mais pas que. Qui a des problèmes à la maison, on n'insiste pas trop dessus, mais il a des problèmes avec son père. Et à un moment, il vole la tablette de Malika, qui a un jeu qui ressemble un petit peu aux Sims. Sauf que quand il touche à cette tablette et qu'il change des éléments dans le jeu, ça change des choses dans la vraie vie. Ce qui va lui redonner un peu de contrôle et il va devenir complètement fou et s'imaginer le boss de la ville. Le, le deuxième que je vous ai envoyé, alors le premier que j'ai fait sur cette trois-là, c'est la tresse de l'amitié, où Oscar se sent un petit peu abandonné par Malika parce qu'elle a d'autres amis, tout simplement, et lui, il a vraiment besoin de sa présence à elle. Elle lui offre une tresse de l'amitié, donc un petit bracelet, comme les bracelets brésiliens, en lui disant: «Regarde, tu fais un vœu, et puis quand il se casse, ça se réalisera.» Sous-entendu, quand il se casse dans longtemps. Et lui, il souhaite de rester avec son ami pour toujours, ce qui fait que quand le bracelet se casse, il y a des aventures un peu rocambolesques et qui les forcent à être ensemble tout le temps, et de plus en plus. Parce Et qu'il le il brise lui-même le Oui, bracelet, pardon, il oui. Il le n'attend brise pas, lui-même. Il ne l'attend pas, donc il gâche le sort. Et le dernier que je vous ai envoyé, alors, c'est la retraite de Miracle Girls. Moi, le premier titre, c'était Miracle Girl Blues, qui faisait un petit peu trop américain, donc on a changé le titre. Miracle Girls, c'est un personnage récurrent aussi, comme Terry. Euh, on en a peu parlé, mais il y a Chloé qui est la fille d'une sorcière qu'on voit aussi dans La Tresse de l'Amitié. Donc il y ouais, a à chaque beaucoup fois, il y de a d'autres réemploi de personnages petits qui interviennent. personnages. Mmh. Et Miracle Girl, c'est cette super-héroïne qui s'est toujours battue contre un grand, grand méchant, mais l'archétype du méchant qui s'appelle Gigantix. En saison 2, elle avait gagné contre lui, elle l'avait envoyé dans l'espace. Donc elle n'a plus rien à faire, elle est complètement déprimée, elle s'ennuie, elle est à la retraite. En fait, elle a une crise existentielle parce que sa raison d'être n'est plus là. Donc quand elle croit voir que Gigantix est de retour, ça fait des étincelles. On va pouvoir se concentrer sur ces 3 épisodes. Comment ça marche? Comment on structure un épisode? Donc, on a compris, ils sortent de chez eux. En fait, ça commence tout de suite pratiquement l'histoire, non? Ça Comment commence tout de suite. Alors il y a toujours une petite introduction, on va dire thématique. En fait, bah, typiquement, prenons Boss Terry, c'est le fait que Malika, elle a ce jeu-là. Ça lui fait du bien aussi parce qu'elle a l'impression d'avoir moins le contrôle à la maison depuis que son petit frère est arrivé.
qui était une des nouveautés de Ah la oui, oui, saison oui. 3. Donc, moi, ce que j'ai beaucoup essayé de faire dans la plupart de mes épisodes, c'est qu'il y ait toujours une sorte de parallèle entre ce que vivent nos personnages principaux, Oscar ou Malika ou les deux, et potentiellement l'aventure si ça les concerne pas complètement directement. Là, par exemple, dans Boss Terry, ce sont eux les héros, mais on va dire que Terry a une place très très importante et c'est presque lui qui a l'arc émotionnel le plus important, puisque c'est lui qui va complètement débloquer, va devenir le grand magnat, le grand boss de la ville, et ensuite réaliser que c'est pas comme ça qu'il va être heureux. Et il va peut-être être un peu moins bully après, parce que c'est un bébêché un peu avec Oscar et Malika qui l'aident. Mais du coup, je l'ai pensé aussi comme un parallèle avec Malika, sachant qu'on avait ce défi en saison 3, vu que la série commençait à être pas mal installée, excusez-moi, c'était de donner un peu de profondeur à nos personnages principaux, et une petite frustration que certains des auteurs, le directeur d'écriture avaient, c'était que Malika était un peu trop parfaite. Malika, c'était Hermione Granger, quoi. Elle est super intelligente, elle est trop forte à l'école, en plus elle est hyper courageuse. Et on comprenait, et ça c'est normal, au départ ça s'appelait Oscar toujours en retard. En anglais ça s'appelle Nate is late. Dans le titre français on a rajouté Malika, mais au début le projet était pensé pour Oscar. Donc lui c'était un petit personnage, un petit garçon qui avait une vie intérieure assez riche. Puis ils ont trouvé que ça marchait mieux en duo, ce qui est vrai. Mais comme souvent, quand on adjoint un personnage, et souvent le personnage féminin, on oublie un peu de lui mettre des défauts. Donc là, le but, c'était de lui mettre des défauts, mais des défauts qui la rendent toujours attachante, qui sont des choses que des enfants peuvent comprendre. L'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, on est nombreux à l'avoir vécu. L'impression de plus être le centre du monde de ses parents, l'impression de ne plus contrôler ce qui se passe à la maison, parce qu'il y a des choses qui... Il y a quelque chose, il y a un nouvel être qui prend de la place, ça peut être un peu stressant. Euh, donc voilà, souvent il y a cette petite introduction thématique. Parfois c'est juste une introduction du futur gag. On essaie souvent de mettre une petite touche d'humour qui pourrait être retrouvée à la fin aussi. Dans Miracle Girl, il y a aussi tout un truc juste sur le fait des devoirs de maths dont Oscar se débarrasse à la fin. Là, c'est peut-être un petit peu moins profond parce que je pense aussi que c'est un épisode un peu plus adulte, Mhm. à mon avis, en tout cas dans les thématiques. Mais il y a toujours cette petite introduction. L'introduction, c'est vraiment Oscar et Malika se retrouvent. Soit ils sont très à l'heure et du coup, c'est dommage, mais il va leur arriver des choses qui les rendent en retard. Soit ils sont déjà un petit peu en retard. Donc ça, c'est la base. On a toujours la fin, comme tu le disais, Raphaël, où ils arrivent devant la directrice, Prudence, qui normalement ne les croit pas. Quand on y arrive, on essaye toujours d'avoir, pareil, une petite touche d'humour, une solution qui vient de l'arc narratif qui s'est déroulé pendant l'épisode. Et après, souvent, c'est un épisode assez classique. C'est-à-dire que certes, ça dure 11 minutes, mais il y a quand même 3 actes. Il y a quand même un climax d'action, parce que c'est quand même une série d'action. C'est pas de la sitcom. On n'est pas... même s'il y a beaucoup d'enjeux émotionnels, les enjeux dramatiques viennent toujours des actions, du fait qu'ils agissent, parfois ils se battent. Alors, il n'y a pas d'armes et ils donnent pas de coups de poing, mais ils se battent pour sauver la ville, pour aider quelqu'un, pour... Mais oui, mais comme tu dis, les épisodes, ils font 11 minutes, donc c'est quand même hyper court. Et pourtant, quand on le regarde, ça paraît long, pas parce qu'on s'ennuie, mais parce que c'est très, très riche. Et c'est vrai que là, tu nous en parles, et rien que dans l'intro, avant même qu'il se passe quoi que ce soit, vous avez déjà mis énormément de choses. Donc c'est hyper intéressant et très, très créatif. Et donc, je vais te poser une question hyper basique, c'est d'où viennent toutes ces idées? Oula! Euh, De beaucoup de choses. Alors, faut savoir particulièrement dans cette saison-là, il y a déjà eu beaucoup, beaucoup d'épisodes qui étaient parfois un petit peu basés uniquement sur ce qu'on voulait voir, sur ce qu'ils voulaient voir, sur une sorte de... souvent des références cinématographiques aussi, des films d'action, des choses qui pourraient plaire aux enfants. Donc là, il y avait plusieurs enjeux. L'un des premiers enjeux, c'était que Oscar et Malika soient un peu plus développés dans leur relation et dans leur intériorité, on va dire.
même si ça a toujours été le cas, mais voilà, on avait cet enjeu-là. On avait l'enjeu de réutiliser des personnages qui existaient déjà, des personnages secondaires, parce que tout à l'heure, je l'évoquais un petit peu, il y a la notion de production, de coût, le chara design, donc la création en dessin et l'animation, les différentes postures, tout ça d'un personnage, ça coûte de l'argent. Contrairement à une fiction live, en animation, on peut pas juste caster quelqu'un. Voilà. Donc souvent, on essayait d'en réutiliser. Et en même temps, il faut quand même se renouveler. Donc on en a quand même créé quelques-uns, mais l'idée, c'était autant que possible de réutiliser des personnages qu'on connaissait déjà. Leur donner aussi une vie, une existence. Moi, je tenais beaucoup à revisiter le personnage de Terry, par exemple. Boss Terry, c'est un de mes épisodes préférés. Pourquoi? Parce qu'il y a un personnage que j'aime beaucoup. Moi, je ne crois pas, ou en tout cas, je pense qu'on a une responsabilité quand on écrit pour les enfants. Et personnellement, je n'ai pas envie de dire aux enfants que les vrais grands méchants, ça existe. Voilà. Que y a des gens, ils sont méchants, ils sont nés comme ça, ils peuvent pas, ils peuvent pas arrêter de l'être. Donc, forcément, on peut pas aller dans quelque chose de très, comment dire, de trop subtil, trop profond, mais je voulais quand même réhabiliter Terry un petit peu, en expliquant pourquoi peut-être il a une forme de frustration, et je pense que beaucoup d'enfants peuvent le ressentir, comment ça s'exprime, que c'est pas juste, que ça s'exprime comme ça, malgré tout. Et là, j'ai combiné avec un truc que je voulais absolument faire, qui était plutôt du concept. Je voulais faire un épisode jeu vidéo, un épisode Les Sims. Voilà. Parce qu'il y avait déjà eu des épisodes jeux vidéo précédemment. D'ailleurs, dans Miracle Girls, il y a aussi un petit passage jeu vidéo, donc décidément, j'ai mes obsessions. Mais moi, j'ai toujours adoré les Sims. J'y jouais beaucoup, 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 beaucoup trop. Euh, et donc, je trouvais ça assez marrant de le remettre, parce que je pense que les enfants en âge de regarder Oscar et Malika jouent peut-être moins à ce type de jeu, mais c'est tellement dans un imaginaire collectif qu'on peut le repérer directement, et puis c'est un game design qui est très clair et qu'on comprend très vite. Donc voilà, pour celui-ci, c'est comme ça que j'avais créé cette idée-là. Pour Miracle Girl, ça venait vraiment de ce personnage. Et en fait, ouais, Miracle Girl aussi, c'était une histoire de réhabilitation de Ben méchants. oui, j'allais dire un peu, Toujours la même chose. il y a des ponts entre Terry et Miracle Girl, ouais. Voilà, tout à fait. Et la tresse de l'amitié, ça venait de quelque chose qui était... initialement, la saison 3 devait être la dernière saison. Il y aura une saison 4, normalement. Voilà, on croise les doigts, mais finalement, ça marche très bien. Les diffuseurs sont très très heureux de ce qui s'est passé, donc je pense qu'il y aura peut-être une saison 4. Mais initialement, la saison 3 avait été pensée comme la dernière, et que ça se terminerait sur le départ de Malika. Donc, voilà, elle déménageait parce que ces deux mamans ont eu son petit frère. Et elles ont besoin de plus de place, tout ça. Enfin, il y avait une explication, et c'était surtout pour montrer que l'amitié pouvait survivre à la séparation. Et donc, j'avais imaginé une histoire qui prépare un petit peu à ça. Parce que même si c'est pas du feuilletonnant, c'est quand même bien d'avoir un flux, on va dire. Typiquement, en saison 3, il y a le petit frère de Malika, qui n'existait pas avant, qui n'a pas autant de place que ça, mais j'ai quand même créé un épisode dessus. Sans surprise. Bon, moi j'ai un petit frère, c'est mon être préféré sur Terre. Si je dis petit frère, il a 30 ans, il est marié, mais et d'ailleurs, quand il a vu l'épisode, dont je n'ai écrit que le synopsis, mais du coup, il y avait quand même toute la construction, il m'a envoyé un petit message en me disant: «Oui, moi j'ai eu une petite larme» et voilà, que des choses. Donc pour revenir à ta question, parce qu'évidemment je digresse, je vais dans tous les sens, c'est l'enthousiasme, c'est bien. Comment on a toutes ces idées? Je pense comme on a toutes les idées. Moi, j'ai beaucoup de références en animation qui sont de l'animation pour adultes. Notamment, je regardais beaucoup Rick and Morty, qui a ses défauts, mais que j'aime beaucoup malgré tout. Et qui, en fait, Rick and Morty, c'est un petit peu Oscar et Malika pour adultes sur certains points. Dans le côté où on va dans des univers complètement fous, on se l'autorise. Et ce qui ancre, ce sont les personnages et le fait qu'ils reviennent toujours un peu au même endroit et au même statut. Et ça, je n'ai jamais fait d'épisode type Rick and Morty, mais par contre, je cherchais toujours, comment dire, une sorte de challenge intellectuel
Ça fait très pédant dit comme ça, mais un challenge intellectuel dans le sens où fallait aller, plus loin que le premier et si, plus loin que, plus loin que les références qu'on prenait. Et donc parmi les idées, évidemment, il y a aussi le fait qu'on vit, dans un monde culturel très riche. Donc entre les histoires, les fables, les contes, j'ai fait un épisode qui est, une référence à Olive et Tom, mais avec, les Valkyries du Valhalla. Voilà, parce que je savais que ces personnages avaient été créés précédemment pour un autre épisode uniquement en référence, enfin, qui était en référence, au monde viking et aux sagas, ce que je trouvais très chouette. Et du coup, à un moment, je me suis dit: «Bon, j'ai envie de faire un truc un peu à la Olive et Tom, j'ai envie de faire, ou à la Shaolin Soccer». Voilà, je joue pas au foot, mais j'aime bien comment on le représente et du coup, ça a permis de faire, une équipe d'enfants face à une équipe de déesses, quoi. Les dés sont pipés, là, c'est très David contre Goliath. Est-ce que tu as l'impression que écrire donc pour une série jeunesse, ça te permet justement de vraiment prendre toutes ces références, tous ces trucs que tu as vus toi dans ton enfance, qui t'ont nourri, et t'en inspirer pour ces séries, peut-être plus que pour une série pour adultes? Enfin, une série ou n'importe quoi pour adultes, ou pas? Oui, quand même un petit peu, ne serait-ce enfin, en tout cas, travailler pour l'animation, forcément, parce qu'il y a à la fois beaucoup de contraintes, qui sont des contraintes de production, mais il y a aussi une grande liberté. Typiquement, faire voler un enfant, dans les airs, ça coûte pas plus cher en animation. Voilà, on a du mal à caster, de nouveaux personnages. Par contre, voilà, faire voler un enfant dans les airs, le faire se battre avec un dragon, c'est quelque chose qu'on peut faire et ça ne coûte pas, 1 000 000 € de CGI. Donc on est un petit peu plus libre et à dire vrai, écrire pour les enfants, c'est aussi une contrainte. De toute façon, je pense que les contraintes en écriture, c'est toujours ce qui crée une forme de liberté aussi, parce que ça nous invite à être plus créatifs et là, pour le coup, c'est pas spécifique à l'animation, c'est pas spécifique à l'écriture pour l'enfant, mais spécifiquement, par exemple pour Oscar et Malika, puisqu'on parle de ça quand même, bah, le fait de savoir que quoi qu'il arrive, il faut qu'il leur arrive quelque chose, qu'ils soient en retard, le fait qu'il y ait certains thèmes qu'on puisse pas aborder, le fait que moi, par exemple, dans la vie, je dirais pas que je suis vulgaire, mais je jure parfois. J'ai une petite habitude à l'américaine, vous savez, de dire: «Oh, this fucking fuck». Voilà, j'aurais pu plus facilement écrire, cette scène dans The Wire que Oscar et Malika, mais on peut pas faire ça. Pour les séries pour enfants, en tout cas les bonnes, on essaye de faire en sorte que les personnages parlent très bien, parce que ça donne aussi l'exemple, parce que, on forge des jeunes cerveaux. Ça pousse aussi à être plus créatif dans l'écriture. Comment je peux les faire, jurer, mais sans dire «putain», les faire râler autrement? On va moins dans des facilités, je pense. Aussi parce que moi j'ai pas d'enfant, et j'en fréquente pas tant que ça, donc ça demande, c'est pas que ça demande plus d'imagination, mais ça demande une gymnastique mentale un peu différente. Tu as parlé de contraintes de niveau de langage. Là, tu nous dis qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de montrer. Est-ce que, par exemple, est-ce que France Télé, en plus c'est le service public, ils ont une sorte de cahier des charges un peu précis, déjà au niveau donc du son, de ce que vous avez le droit de dire? Est-ce qu'ils vous imposent aussi des thèmes qu'il faut aborder? Et est-ce qu'au niveau économique, tu as dit tout à l'heure, il faut réutiliser des personnages, peut-être c'est une contrainte économique. Et dernier, enfin, bon, tu me diras dans l'ordre, dans ce que tu veux, mais est-ce que, par exemple, France Télé, ils vous imposent, des choses comme, des quotas de diversité, des choses comme ça? Non, ou en tout cas pas que je sache à mon niveau d'autrice. Peut-être que ce fut des discussions au tout début, à la création de la série. Je pense que le fait que Malika soit métisse et qu'elle ait 2 mamans, c'était pas un hasard. Cela étant dit, ça vient aussi de la production, des créateurs, des auteurs, petit à petit. En fait, je pense qu'on est quand même un groupe d'auteurs, même si on n'est pas forcément une équipe dans le sens où on ne travaille pas forcément ensemble, on a quand même des valeurs communes. Oscar et Malika toujours en retard, c'est pas n'importe quelle série et c'est vrai qu'il y a certaines valeurs de partage, d'acceptation, de tolérance,
qu'on retrouve dans beaucoup de séries pour enfants, parce que globalement, ce sont des valeurs qu'on essaye souvent de transmettre aux enfants, mais qu'on retrouve un peu partout. Et alors typiquement, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas évoquer, mais ce sont souvent des choses tacites qui sont réexplicitées quand on leur fait lire des pitchs, ou alors les producteurs commencent à connaître très bien. Le deuil, la mort, ils préféraient éviter. Le divorce, voilà. Je c'est, assez étonnant pour moi, Ouais, très mais étonnant, ouais. nous, en tout cas, moi, je sais plus dans quel cadre, mais j'avais voulu écrire une histoire sur le divorce et je sais que ça avait pas été, accepté. Dès le début, les producteurs m'ont dit: «Bah non, on avait déjà essayé avant, France Télé veut pas trop». C Cela étant dit, voilà, Malika, elle a 2 mamans, il y a eu aucun blocage là-dessus et c'est explicite, c'est pas, à un moment elle le dit et puis, à la traduction anglaise on le fera passer. Non, non, on voit ces 2 mamans ensemble, on voit son petit frère, c'est très, très clair. Donc on n'a pas de quota diversité, je pense qu'on le fait assez naturellement, nous. Donc voilà, il y a quelques contraintes, il y a certaines choses qu'on n'aborde pas. Je vais pas parler de tabou, mais on va dire qu'il y a certaines choses, voilà, ça bloque. Il y a cer On n'a pas de contraintes, autant que je sache en tout cas, à faire de la diversité, comme parfois on dit. Mettre de la diversité, non. Après je pense que ça nous vient assez naturellement selon l'équipe. Et je crois que tu avais une autre question à laquelle j'ai peut-être pas Les compris. contraintes économiques. Ah oui, pardon, les contraintes économiques. Bah, du coup, je l'avais un petit peu évoqué. Ça, c'était un truc, ça me dépassait complètement avant de rejoindre des équipes d'animation. Mais en fait, il y a plein de choses qui coûtent cher parce que ça coûte cher en temps des personnes qui travaillent à développer, à réaliser les épisodes. Il y a des épisodes qui sont plus chers que d'autres. Globalement, un épisode où il y a des nouveaux personnages, où il y a beaucoup de personnages qui agissent, qui sont parlants. Les scènes, je sais pas, de bataille, les scènes... ou alors si on crée de nouveaux décors aussi. Par exemple, dans Boss Terry, pour revenir à un épisode que j'ai écrit, il y avait une scène où en fait il alignait tous les gens de la ville et il les transformait un à un avant de les supprimer. Ça a coûté vraiment très cher comme scène en fait, à faire. Parce qu'il fallait tous les mettre, fallait réutiliser des images de ces personnages, peut-être faire les petits changements qu'on avait déjà enregistrés. Euh, du coup, ça, c'est passé à la trappe. Mais c'est pas grave parce qu'ils ont trouvé une manière créative de le faire et à côté de ça, ce qui était finalement aussi une chose un petit peu chère de créer cette espèce de tour qui flotte dans les airs avec tous les éléments de la ville, les faire se faire arracher, bah ça, ils n'ont pas lésiné dessus. Donc, il y a des contraintes économiques. C'est assez rare qu'elles soient partagées aux auteurs. Souvent, on nous le dit. Voilà. On va peut-être pas créer un nouveau personnage. Je sais que sur une autre série, dont je peux moins en parler parce elle est en cours de production et il n'y a pas encore, il y a pas encore eu d'annonce de sortie pour la saison 1, mais j'avais créé un personnage qui allait sans doute être employé dans un épisode, peut-être deux max. Bon, bah, il est passé à la trappe parce que ça coûtait un peu cher au lieu de réinvestir ceux qu'on avait déjà. Tout ça, ça existe quand même. Et est-ce que parfois il peut y avoir entre le directeur d'écriture et le diffuseur un désaccord éditorial et est-ce que vous vous battez par exemple pour certaines choses, pour certains thèmes, Oui. certains pitchs? Oui. Oui, on se bat en choisissant ses batailles. Forcément, il y a certaines choses qui nous semblent absolument essentielles et du coup on garde. Et puis parfois, il y a quelque chose à laquelle on tient beaucoup. Ça bloque chez le diffuseur et en fait, si ça nous coûte l'épisode alors qu'on l'aime bien malgré tout, on va le garder. Mais ça, je pense, comme dans tout en Tu as fait. un exemple? Est-ce que j'ai un exemple que je peux partager? Euh, On aime les petits secrets, nous, donc. Bah oui, je me doute. J'essaye de me souvenir, mais en vrai, sur Oscar, c'était assez smooth quand même. Du coup, non, au contraire, je pense plutôt à des moments où, bah, typiquement, je vous parlais du fait que le deuil, c'était un thème qu'on pouvait pas aborder. Et en vérité, il y a un épisode sur lequel j'ai écrit, qui s'appelle Le Cowboy, et qui parle du deuil. Et moi, j'ai écrit le dialogué, j'étais pas à l'origine du synopsis. Et en fait, quand je l'ai écrit, je me suis dit, ben dis donc, en fait, je crois qu'on n'avait pas le droit de parler du deuil, mais
Ça avance bien quand même, on l'évoque. J'ai essayé d'être subtile, mais que ce soit quand même, à peu près clair et j'ai vu la version finale de l'épisode et c'est encore moins subtil qu'à l'écriture. Ils ont pu, expliciter à l'image qu'en gros, ce cow-boy, c'était un fantôme et qu'il voulait retrouver, sa famille, cow-boy fantôme qui, du coup, était probablement mort. Donc les termes mort, deuil ne sont pas utilisés. Il n'empêche qu'on a réussi, on va dire en fin de processus d'écriture, à faire passer un épisode sur un thème auquel on tenait, alors qu'on pensait que ça allait pas être possible. Parce que aussi, et c'est pour ça que c'est important, j'ai dit fin d'écriture. Moi, quand j'avais proposé un épisode sur le deuil, en plus c'était un peu trop explicite. Voilà. Puis il y avait d'autres contraintes de toute façon avec. On m'avait dit non, c'était au tout début de l'écriture de la saison 3. L'épisode Cowboy, c'était un des derniers épisodes qui a été proposé à l'écriture. Donc on avait gagné un peu plus la confiance des diffuseurs. Il y a vraiment un rapport, et là encore une fois, bah, comme partout, je pense, qu'on écrit de la quotidienne, qu'on écrive des feuilletons, qu'on écrive du polar bouclé, procédural. Il y a un lien entre les auteurs, le directeur d'écriture ou de collection quand il y en a, le diffuseur, le producteur. Et il faut qu'on se fasse confiance. Enfin, plus on se fait confiance, plus chacun peut obtenir un peu de liberté. À mon avis, c'est souvent pour le mieux. En tout cas, moi, je suis assez contente qu'on ait réussi à faire passer un sujet qui est important pour les enfants aussi. Et voilà. Bah, d'ailleurs, on sent quand même, alors j'imagine que par ce que tu disais sur le divorce, le deuil et tout ça, en fait, la série n'a pas vocation forcément de faire poser des questions aux enfants. Mais pour autant, on sent que quand même, les thèmes sont pas du tout vains, qu'il y a toujours une petite morale, un peu comme une fable. Moi, en tant que maman, en les voyant, je me suis dit qu'il y avait des sujets qui étaient abordés qui me plaisaient beaucoup sur bah, parfois voilà, l'amitié toxique, Oscar qui exagère un petit peu, qui veut garder Malika pour lui, et on comprend à la fin que bah, non, il faut que chacun garde sa liberté. Donc c'est quelque chose là qui vaut pour l'amitié quand on a 8 ans ou 10 ans, je sais pas exactement quel âge ils ont les enfants, mais qui vaut aussi quand on est en couple plus tard. Donc c'est un thème qui est très très important et qui est super, je trouve, de faire passer aux enfants. Il y a bah, pareil quand Boss Terry, pardon. Pareil, on voit son papa qui le gronde et du coup, lui, il se venge un petit peu sur ses camarades, etc. Donc, il y a quand même toujours une petite morale, quelque chose qui rassure les parents. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête Oui, autant que faire. C'est assez rare. Enfin, les épisodes où il n'y a pas du tout de morale-ish hein, au sens très large, Ouais, ouais. il y en a certaines qui sont très très explicites et d'autres un petit peu moins. Mais les épisodes sans aucune morale n'existent pas et surtout existent de moins en moins. Je pense qu'au tout début, quand la série a été créée, il y avait certains épisodes qui étaient purement ludiques et j'ai l'impression que dans les dernières saisons, beaucoup moins. Après, je sais pas si c'est pour rassurer les parents, je pense. Je, Là, je parle vraiment à titre purement personnel, mais pour moi, quand on écrit pour les enfants, on a une responsabilité qui est énorme, globalement. Et même, je me dis, globalement, quand on écrit pour la télévision, quand on écrit pour le grand public, qu'on n'est pas juste en train de faire. Enfin, juste. C'est pas du dénigrement, mais je veux dire, quand on fait un film très très personnel, on est en droit de s'en fiche de pas parler à tout le monde. On peut vouloir parler à certaines personnes, créer une connexion avec quelqu'un, quelqu'un, un public, pas forcément très large, qui pourrait comprendre ce qu'on essaie de faire passer. Là où j'ai l'impression, quand on écrit pour la télévision, c'est aussi une industrie, c'est aussi un média qui est censé être grand public, qui va toucher beaucoup, beaucoup de personnes, sans plus que ce à quoi on s'attend. Et particulièrement pour les enfants, je considère qu'on a une responsabilité de pas dire n'importe quoi. Mais pas dire n'importe quoi, ça veut pas dire être didactique et dire ah là là, c'est pas bien d'être méchant. Il faut être gentil, tu sais. On peut, même pour les enfants, avoir quelque chose de plus subtil, d'être un petit peu plus gris parfois. Typiquement, bah oui, ok, Oscar, il est un petit peu possessif de son ami, et c'est pas bien et ça lui fait du mal. Mais on comprend aussi d'où ça vient. Euh, et pour moi, c'est assez important
qu'il y ait un message, en tout cas, qu'il y ait quelque chose qui puisse faire réfléchir les enfants. Et c'est pas en leur disant ce à quoi ils doivent penser qu'on va les accompagner dans leur parcours pour apprendre l'empathie, pour se comprendre eux-mêmes, pour comprendre ce qu'ils vivent, pour faire un parallèle avec ce qu'ils vivent et peut-être donner du sens au monde de manière un petit peu plus, à la fois plus poétique et aussi plus rationnelle en même temps. Euh, donc ouais, voilà, je pense que tant mieux si ça rassure les parents, clairement, parce que c'est aussi eux qui décident un peu. Mais pour moi, c'est surtout, ça fait partie de cette responsabilité. Quand on écrit pour les enfants, quand on écrit pour les autres, faut bien penser au message qu'on veut faire passer. Alors ça rassure les parents, mais ça plaît aux enfants surtout et ça passe énormément, par l'humour, Mmh. le ton de la série qui est très, très fun et puis ses aventures, extraordinaires. Mais enfin, c'est quand même très drôle. Moi aussi, je me suis, bien marrée en regardant les épisodes. Comment, vous travaillez ça, ce ton, l'humour de la série? Comment ça se passe exactement? Ce qui est très difficile, pour moi, c'est encore une fois, avant j'écrivais pas trop pour la jeunesse, donc j'ai un humour un petit peu caustique, voire un petit peu sombre, voire un peu, limite, voilà, j'ai la seule référence que je vous ai citée, c'est quand même Rick and Morty, je pense que c'est pas pour rien, voilà. Bon, j'ai cité The Wire aussi, mais c'est encore autre chose. Et du coup, on m'a déjà reprise 2-3 fois, sur les synopsis où je glissais des il y avait toujours un moment où, je sais pas, mon cerveau glissait. Donc on avait ces petits garde-fous, c'est pas un directeur d'écriture qui connaît bien la série, qui connaît bien le ton, qui connaît bien les enfants aussi un petit peu, en tout cas le public, visé. Parce que je faut trouver sa place dans un univers comme ça et selon les âges, c'est pas évident et ma première expérience, c'était pour des enfants beaucoup plus petits, avec Hello Kitty. Typiquement, pour les enfants très petits, on ne peut faire de l'humour que par des gags. C'est difficile de faire de l'humour sur des jeux de mots, là où Oscar et Malika, c'est en âge scolaire. Donc ce sont des enfants qui, a priori, savent lire et écrire, qui regardent ça. Et en fait, ça change tout, parce que ton cerveau fonctionne pas de la même façon quand tu sais lire et écrire. Mmh. Tu commences à comprendre le goût du mot, donc tu peux faire des jeux de mots. Moi, c'est le genre d'humour que j'aime beaucoup, mais c'est très compliqué, parce que Oscar et Malika est une série qui est diffusée à l'international, et qui a cette vocation. Donc on ne peut pas, par exemple, vous remarquerez que dès qu'il y a des choses écrites à l'écran, ça ressemble un peu à des lettres, mais ce ne sont pas vraiment des lettres. Parce que ça va être diffusé dans des pays anglophones, germanophones, et quand on a de la chance, souvent c'est diffusé internationalement, c'est même diffusé en Chine. Enfin, c'est assez cool d'imaginer ça. Donc comment on crée l'humour? C'est assez compliqué à définir. Je dirais qu'on sait qu'on a besoin de gags, qu'on a besoin de contrebalancer notamment l'action, et ce qui est très très dramatique. Donc ça permet un petit peu d'établir une forme de rythme. On sait qu'il y a un climax dramatique et d'action où là, il faut pas d'humour, ou alors très très peu, parce que sinon on s'en décolle, Mmh. on décolle, et on perd l'attention. Mais du coup, je pense qu'une des choses qui crée de l'humour, c'est qu'en fait nos personnages sont drôles en soi. Et ça, c'est un truc que j'ai dans tout ce que j'écris. Mes personnages, ils ont une forme d'humour, ils sont charmants. Ce qui nous fait aussi passer certaines choses plus facilement. Voilà, même si Malika, elle est un peu tout le temps dans le contrôle, elle va avoir des petites blagues un peu sarcastiques. Et puis, le, la définition des personnages aide beaucoup à ça. Enfin, en tout cas, moi, je travaille beaucoup avec le personnage. Et ensuite, la situation provoque le gag. Finalement, il y a forcément une technique, mais j'aurais du mal à définir la technique Ah parce humoristique. il y a l'humour des personnages en eux, mais il y a aussi beaucoup de gags qui sont visuels. Est-ce que ça, c'est dès le script Oui. ou est-ce que, vous voyez ça avec les animateurs, Alors c'est dès le script, donc faut avoir beaucoup d'imagination visuelle pour se dire ok, ça va être drôle. Et ensuite, tout le monde ne fonctionne pas comme ça c'est vraiment comment moi j'aime travailler, mais j'essaye de ne pas trop
entrer dans les descriptions de gags quand ils sont très visuels, parce que je sais qu'à la réalisation, ça je pense que ça vient de mon habitude de la fiction live, on va dire, de faire aussi confiance au réalisateur et de me dire que, bah, ok, je peux décrire le gag, mais l'important c'est l'idée du gag, parce que eux aussi ils ont des idées, eux aussi ce sont des créateurs, eux aussi ce sont des auteurs. Ils n'écrivent pas, mais ce sont des auteurs graphiques. Donc ils vont aussi avoir ces idées. Ils vont aussi envisager à la réalisation à quoi ça va ressembler. Et souvent, moi, les épisodes que j'écris, il y en a quelques-uns, juste les lire comme ça me fait rire, mais ça me fera forcément plus rire une fois animé. Et Parce que, par exemple, si on prend l'épisode sur le bracelet de l'amitié, oui, donc il y a tout un gag qui dure quand même assez longtemps sur le fait qu'ils sont synchronisés et Oscar et oui, Malika, ils font exactement les mêmes mouvements. Et du coup, Oscar, lui, il fait des trucs assez drôles. Et en fait, Malika, elle se prend les oui. poteaux, elle va sous l'eau. Enfin, il y a Alors, plein de trucs comme ça. sur cet exemple-là, c'est très très fidèle à ce que j'ai écrit. Ouais. Tout était écrit, le Elle a chemin et écrit la presque la description de chorégraphie. il Oui, fait ça, elle fait ça. tout à Ok. fait. Exactement. Euh, J'essaye de penser à un autre moment. Il y a aussi beaucoup des questions de timing. Typiquement sur Miracle Girl, je pense quand même à la scène. Et par exemple, c'est plus drôle de voir l'arcade être balancée par la fenêtre plutôt que de la montrer, elle, soulevant l'arcade et la jetant. Et du coup, ça, c'est un petit truc de rythme c'est tout bête, hein, et on a déjà vu des scènes comme ça ailleurs, mais c'est comme ça qu'on place un peu le curseur de l'humour, je dirais. Alors après tout ça, tout ce que tu nous as dit, est-ce que, même si c'était à la base pas ton peut-être pas ton souhait, 1er, est-ce qu'aujourd'hui, après toute cette expérience, tu aurais envie ou tu aurais une idée de création de série à toi d'animation? Pour être honnête, l'animation pour enfants, j'ai envie de continuer dedans, mais j'aime aussi beaucoup le fait de m'approprier, des idées préexistantes. Heu, En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de rencontre. Donc là, je sais pas, on va dire rencontre amicale, presque rencontre familiale, où j'ai adopté Oscar et Malika, en fait. Et, et j'ai envie de continuer avec eux. Il y a d'autres personnages, notamment dans la série que j'ai évoquée, qui est pas encore sortie, où je me suis un petit peu attachée à ces personnages. Il y a plein de systèmes et j'aime bien même comment ça fonctionne, donc j'ai envie de continuer dans l'animation pour enfants. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. L'animation, oui, mais si c'était un projet personnel, je pense que je reviendrais à mes propres obsessions et ça serait de l'animation pour adultes. Malgré tout. Ah, Voilà, j'ai un petit projet, qui date. C'est assez difficile de créer sa propre série, surtout pour adultes, parce qu'on a besoin de character design, on a besoin de design et donc faut être en collaboration avec des créateurs, des dessinateurs, des animateurs. Mais, je porte depuis longtemps un projet qui pour le moment est dans les tiroirs, mais qui sait, peut-être un jour, peut-être qu'un producteur écoutera ce podcast et se dira: «Mmh, quelle bonne idée!» on te le souhaite. Est-ce que parce que moi, les exemples que j'ai en tête de séries d'animation pour adultes, c'est plutôt américain. Est-ce que il y en a en France? Je Oui, connais pas. bah, il y a beaucoup les séries, de Bobby Pins, où on a connu les Cassos, on a connu, mince, comment il s'appelle? Ce personnage avec une tête de fesse. Voilà, c'est souvent de l'humour un petit peu absurde. Ça existe plus au cinéma, mais ça existe, l'animation pour adultes. Oui, c'est un peu Mais, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a plus de films, ouais, de films au cinéma en animation que de séries. Du coup, je me demande, est-ce que il manque pas la structure quelque part, les studios qui savent faire ça? Mmh, je pense qu'on a les studios, surtout on a de très, très, très bons animateurs en France. On manque peut-être un peu le public, la confiance des diffuseurs parce que mais même aux États-Unis, hein, OK, il y a beaucoup plus de séries, d'animation pour adultes, mais pour en proposer des nouvelles, pour en proposer des différentes, c'est pas forcément évident. Cela dit, Arcane, c'est un studio français et ça a eu Ah un oui, oui. succès absolument énorme, donc International, ouais. voilà, donc quand même. Ouais, 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 bien sûr. Bah, c'était, une admission de ma propre inculture, je savais Non, pas, mais en citer. c'est pas évident. Après,
Je ne sais pas quelle était la posture de vos précédents invités, mais j'ai tendance à me dire que c'est tellement compliqué en ce moment, notre industrie, nos métiers, que vaut mieux pas s'auto-censurer. La censure, elle va arriver de toute façon parce qu'on doit s'adapter à un public, on doit s'adapter à, à une audience, on doit s'adapter à une économie qui est très malmenée actuellement. Donc j'ai l'impression que si on est capable ensuite de baisser un peu les curseurs, de s'adapter, en tout cas pour ce qui est personnel, ça vaut quand même le coup de s'amuser un peu. Et c'est un conseil sur un projet pas du tout pour enfants, pas du tout d'animation que j'ai eu, que j'ai développé récemment avec une co-autrice. Les producteurs avaient été très très clairs avec nous, c'était allez-y à fond dans votre idée de base, en ayant conscience qu'on va sans doute devoir arrondir les angles pour trouver un diffuseur, mais allez à fond d'abord parce que il faut aller au bout de votre idée pour pouvoir plaire. Parce que ça va être quand même cette idée qui va ensuite être la colonne vertébrale, ce qui va être la silhouette de votre projet aussi. Et après, oui, ça aura des skins différents, ça sera pas la même présentation. Ça sera peut-être moins edgy que ce qu'on voulait, mais en fait, moins edgy, on s'en fout. Les blagues de cul, les fuck partout, c'est pas ça qui fait un projet. Par contre, les fondamentaux, ils ne disparaissent jamais complètement. Et C'est un bon conseil. Il vaut mieux lâcher les chevaux et laisser les autres nous rassembler que soi-même s'auto-censurer. Et moi, j'avais une question un petit peu par rapport à ça. C'est parce que je sais que tu écris aussi pour donc des jeux vidéo, de la réalité virtuelle. Tu as fait plein d'autres choses. Et on a reçu Clémence Madeleine Perdria qui nous a dit que elle, quand elle a commencé, elle était très attirée par l'animation, mais elle avait peur d'être un peu enfermée là-dedans parce qu'il y avait pas tellement de porosité entre les auteurs de différents, formats. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu ressens? Est-ce que c'est difficile de se décoller une étiquette, encore aujourd'hui? Ou, justement, toi qui as, expérimenté plusieurs formats, tu as l'impression que c'est plus vraiment le cas? alors, malheureusement, je suis absolument d'accord avec elle. C'est très compliqué. Moi, je suis très, ça a même toujours été un peu, mon problème, même pour les choses de tout bête, c'est pour se vendre. Voilà. Je vais être cataloguée autrice d'animation parce que c'est ce que j'ai le plus diffusé. Peut-être que dans le milieu de la littérature, on va se dire que je suis autrice, jeunes adultes parce que c'est le seul livre que j'ai sorti. À une époque, par exemple, où personne n'était très intéressé de lire ce que je proposais en télévision, en cinéma, tout ça, parce que j'avais fait que de la réalité virtuelle et que ça semblait un monde tellement à part, tellement niche, tellement éloigné du cinéma, des écrans. Le casque semblait si loin de l'écran que, ça faisait un petit peu peur et je vois que, en animation c'est compliqué de faire ce type de passerelle, surtout comme c'est mon cas quand on n'a pas forcément un bagage, universitaire, scolaire, en tout cas on n'a pas fait une formation diplômante très forte, à la FEMIS, le CEA, c'est les 2 principales, le master de Nanterre, voilà ce genre de formations qui peuvent un peu rassurer et je sais qu'en animation, j'en avais un peu parlé avec, mon agent à l'époque. Il y a parfois une peur, c'est que l'animation, on écrit souvent sur des formats assez courts. Moi, j'ai beaucoup écrit du 11 minutes. Donc ça pouvait un petit peu inquiéter, est-ce qu'elle serait capable d'écrire du 52 minutes? Et moi, parfois, je regarde des épisodes de 52 minutes, il y a la même chose que dans les 11 minutes d'Oscar et Malika. Juste qu'il y a plus de développement, les personnages parlent plus lentement, on prend plus le temps de montrer, les intrigues B et C, là où tu peux pas le faire vraiment, dans 11 minutes, mais la structure est quand même là, quoi. Et je sais que et aussi, mon agent, a essayé un petit peu de tourner la chose comme une force, qui est que le côté un peu industriel, et avec un rythme assez effréné, en animation, ça devrait être considéré comme une sécurité par les producteurs parce que, un auteur d'animation souvent, il rend les choses à l'heure, bien compris, il prend les retours et il fait les retours à l'heure. Ce qui devrait être le cas de tous les auteurs, mais bon parfois, parfois on ne peut pas toujours se le permettre, on a des blocages, tout ça.
Et nous, on a ces habitudes-là. Là, je suis en train de prêcher pour ma paroisse, bien entendu, mais Bah, non, mais c'est vrai que c'est comme tu l'as, montré toi par ton parcours, c'est une très, très bonne entrée dans le scénario de manière générale parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'auteurs sur, quand même pas mal de séries, donc c'est un monde qui recrute et c'est vrai que c'est très, très dommage qu'après, ça bloque et que ça soit plus difficile, pour passer à enfin pas forcément passer à autre chose d'ailleurs, mais juste, se oui, diversifier parce qu'on n'est pas, enfin personne n'est une chose et je crois que c'est, quelque chose que j'ai entendu vraiment, beaucoup, beaucoup d'auteurs dire, c'est que, bah, c'est pas parce qu'on a fait un truc très bien que c'est la seule chose qu'on est capable de faire. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Donc peut-être un petit appel aux producteurs de lisez quand même si on vous présente des trucs. Et bien, est-ce que toi, personnellement, tu as envie de faire du cinéma ou des séries, de fiction? oui, 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 oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme le mentionnait Raphaël au tout début en me présentant, j'ai eu une aide à l'écriture, enfin une aide au concept, pardon, excusez-moi, du Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle du CNC sur un projet. C'était je le présente comme un thriller politique parce que le côté plot est très thriller. Il y a du danger, mais en vérité, on est presque plus sur du drama. Il y a un côté un peu à la The Diplomate. Donc ça n'a rien à voir avec l'animation pour enfants. Et c'est un de mes projets de cœur que j'ai emmené en résidence au Groupe Ouest. Enfin, quand même des choses, j'espère le faire un jour. J'ai beaucoup, beaucoup de projets de séries. Là, avant de vous retrouver, j'avançais sur un projet avec un co-auteur portugais. Et pareil, c'est aussi du thriller plutôt politique, mais qui repose aussi sur des duos. Je pense qu'en fait, le seul lien entre Oscar et Malika et ce que je fais dans mes trucs perso, c'est que c'est un duo. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta carrière ou par rapport à Oscar et Malika dont on n'a pas parlé et que tu avais envie de dire? J'ai l'impression qu'on a été assez exhaustif malgré tout. Vous avez posé de très bonnes questions. C'était très Ah agréable. bah, merci. Euh, Pas forcément. Non, en plus, même, oui, ce pont entre les différents médiums, entre les différents médias, pardon, qui est une chose pas évidente, c'est chouette de pouvoir l'aborder. Et j'ai pu faire passer le message que voilà, l'animation. En fait, l'animation pour enfants et l'animation tout court, c'est pas si différent en termes d'écriture que toute chose qui se construit en vérité. Euh, une chose peut-être que j'aime bien, c'est la mentalité dans le monde de l'animation, où on se pense rarement comme des artistes et on se pense vraiment comme des artisans. Et en fait, je crois que en tant que scénariste, c'est pas parce qu'on est derrière un ordi sur un bureau, enfin ordi, carnet, machine à écrire si vous êtes très old school. Moi, je suis derrière un ordi, voilà, mais je suis pas. On est quand même des artisans, sauf que notre matière, c'est pas de la terre glace, c'est pas du bois, mais ce sont des mots. Et donc, il y a quand même un art, il y a une technique, il y a une façon de faire, et après, on peut mettre tout ce qui fait nous dans cet art. Mais il faut quand même le maîtriser et je pense sincèrement que ça peut s'apprendre très bien, y compris dans les formations. Mais qu'une fois qu'on fait, on sait faire et plus on fait de choses diverses, meilleur on sera. On peut se surspécialiser, mais à mon avis, quelqu'un qui justement a un panel d'expertise plus large pourra se nourrir de chaque chose. Je sais que le jeu vidéo, aussi bien en tant que joueuse qu'en tant qu'autrice, ça me fait penser à l'interactivité, la VR aussi. Et alors, ok, devant un écran à la télé, on n'est pas dans l'interaction, mais en fait, si quand même, parce qu'il faut provoquer chez le spectateur le désir d'entrer dans son histoire. Ça m'a nourri. L'animation, faire tenir une histoire quand même assez dense, avec de l'action, avec de la science-fiction, donc il faut comprendre des éléments de lore, comme on dit, parfois complexes, en 11 minutes, c'est quelque chose qui peut être très utile ensuite quand on fait, je sais pas, du 6x52. Oui, donc c'est l'inverse en fait, plutôt que de spécialiser, dans une seule, manière d'écrire, on va dire, plus on a d'expériences différentes, plus on enrichit, son écriture dans chacune, quoi. Sauf si on aime ça. J'ai un excellent ami qui écrit presque, essen- presque exclusivement, essentiellement en animation.
vraiment enfant, plutôt preschool. Et il a un talent fou pour ça et il s'amuse, en tout cas la plupart du temps, ça reste un travail. Et même s'il se diversifie, il est devenu excellent et il y a quand même une voix dans l'animation pour enfants et particulièrement pour les très petits. Il y a une façon de présenter, de s'exprimer, d'être compréhensible qui est, enfin ça, là ça relève, si ce n'est du talent, en tout cas d'énormément de travail. Je pense que voilà, les deux se valent. L'important en tout cas c'est de pas avoir d'a priori. Nous en tant qu'auteurs on ne doit pas en avoir non plus, ni sur nous-mêmes ni sur les autres. Et puis je pense que ça va quand même dans le bon sens. Moi, tous les producteurs que j'ai rencontrés, même s'ils voient mon CV, si les projets que je leur pitch leur plaisent, ils vont quand même vouloir le lire. Même s'ils ont Mm. bien vu que ce que j'ai de diffusé pour le moment, c'est de l'animation pour les enfants de 6 à 10-12 ans. En tout cas, moi, tu m'as donné envie d'écrire pour de l'animation. Lise, je Ah, sais pas Voilà, toi si franchement, tu tu vas. nous as vendu le truc magnifique. Et moi, je fais de la quotidienne beaucoup et j'ai euh, trouvé plein de points communs. Alors oui, mais ça vraiment, genre, m'étonne pas du tout. Ah oui. mais sur Ouais, la façon d'écrire, les méthodes, qu'on rend les choses à l'heure. ouais. Donc j'ai retrouvé beaucoup de choses. Bah, Bah, d'ailleurs, ça me permet de conseiller aux gens d'aller écouter l'épisode qu'on a enregistré, toi et moi, Lise, sur les quotidiennes, parce Mm. qu'en effet, il y a pas mal de ponts et de choses qui se ressemblent. bah moi, j'y vais l'écouter, vu Euh, qu'apparemment, j'ai ce qu'il faut maintenant pour écrire des quotidiennes aussi. Alors, Cédriane, on a l'habitude maintenant de préparer une petite surprise pour nos invités. Et pour toi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite battle des dessins animés, si tu es Oh, d'accord. d'accord. Alors, j'ai essayé de deviner un petit peu ton âge parce que j'ai pas trouvé ta date de naissance nulle Oh, part. oh. Donc, j'ai fait un travail d'enquêtrice pour savoir que tu as à peu près 30 ans, pour savoir à peu près à quelle époque tu étais sûrement devant ta télé à regarder des dessins animés pour trouver les dessins animés qui correspondent. Alors, j'espère que je me suis pas trop foirée. Si c'est le cas, je suis désolée. Donc, je te propose un jeu où voilà, je te donne 2 dessins animés, tu me dis celui que tu préfères et on va comme ça faire une battle jusqu'à arriver à l'ultime dessin animé de ton enfance. Bon, bah, si tu connais pas, je suis désolée si j'ai mal visé. D'abord, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es d'accord? Je suis prête et d'accord. Est-ce que tu es plutôt Dora l'exploratrice ou Franklin? Voilà, alors je suis trop vieille pour Dora l'exploratrice, mais pour avoir vu quand même des épisodes, je suis Franklin de toute façon. Ok, alors Bob l'éponge ou Caput et Zoski, les zigouilleurs de l'infini. Moi, celui-là, je connaissais pas, Je mais je me connais suis pas non dit, ça a plus. l'air sympa. Je ne connais pas non plus, mais de toute façon, j'étais une grande fan de Bob l'éponge. Allez, bam, les zigouilleurs de l'infini, ça part. Alors, Olive et Tom ou Archie, Mystère et compagnie. Archie quand même. Ah ouais, bah tu vois, moi Archie, je connais. Alors que Olivier Tom est une de mes préférences. Ouais. Naruto ou Pokémon. Pokémon. Totally Spies ou les Tortues Ninja. Basé sur ce que je regardais le plus, Totally Spies. Et enfin, la dernière battle avant qu'on fasse les semi-finales. Martin Matin ou Martin Mystère? Oh. Ça dépend de l'âge. Bah, disons Martin Matin quand même. Ah Ah, Non, il est Martin Matin. ils se vexeront pas. Hein. Non. Alors, Franklin ou Bob l'éponge, du coup. Bob l'éponge. Archie, Mystère et compagnie ou Pokémon. Pokémon. Totally Spies ou Martin Matin. Totally Spies. Et attention, on arrive à la finale. Bob l'éponge, Pokémon ou Totally Spies, qu'est-ce qu'on garde? Bob l'éponge. Bob l'éponge, grand gagnant, série qui est toujours diffusée aujourd'hui. Tout à Alors, fait. je me souviens pas exactement, j'ai pas mis la date, j'ai pas noté la date des premiers épisodes, mais ça date quand même Oh oui. pas mal. Et encore aujourd'hui, 2026, il y a des nouveaux épisodes qui sont Ouais. écrits. Donc, Et il y a le film, il y a un autre film qui sort, qui paraît-il est pas super. Enfin, qui est pas exactement dans ce que nous on a aimé à l'époque. Mais tu n'as pas cité mon dessin animé préféré. Mes Ah dessins bah animés dis-nous. préférés. Le laboratoire de Dexter. Ah oui, mais oui, ok. C'est mon dessin animé préféré de tous les temps, je pense.
Mais tu sais, c'est vraiment difficile de savoir parce Ah que oui, selon les générations et même, où est-ce qu'on a grandi, enfin, on doit c'est avoir ça. je sais pas, peut-être, 6-7 ans de différence entre nous et j'étais un peu perdue de: «Mais qu'est-ce qu'ils regardaient les enfants 6 ans après moi? Je ne sais Mais pas». alors, pour contexte, il y a C'était très compliqué. aussi des questions de parce qu'il y avait ce qui était diffusé sur le R100 et à un moment, on a quitté la métropole avec ma famille, à peu près à l'âge où je regardais encore beaucoup de dessins animés. Je devais avoir 11 ans, donc le moment où j'ai vraiment forgé mes goûts. Parce qu'après, il y avait des épisodes, des séries, typiquement Total Spies, en fait, je regardais parce que c'était à la télé, et du coup, c'est dans mon cerveau Ouais. pour toujours. Voilà. Mais vers 11-12 ans, j'avais plus des goûts qui commençaient à se forger. Et je regardais beaucoup la télé, beaucoup de dessins animés, et en quittant la métropole, on n'avait plus les mêmes chaînes. Ce qui était proposé, soit c'était en créole et je comprenais pas bien, soit ça me parlait moins. Et donc, on a pris le satellite. Et donc, j'ai eu toutes les chaînes, Mmh. Disney Canal J. Channel, Canal J, euh, et, euh, et surtout les chaînes Nickelodeon. Et en fait, aujourd'hui, c'est surtout connu pour les séries un peu glauques, mais qui m'ont lancé Ariana Grande et compagnie. Mais il y avait aussi des dessins animés très, très, très cool, du type, donc oui, Le Laboratoire de Dexter et Courage, le chien foussard, que j'aimais beaucoup aussi, qui était un dessin animé un peu horrifique, très bizarre. Voilà. Mais je crois que chacun avait vraiment ses petits trucs. C'est très, très difficile de cet exercice que j'ai fait parce que vraiment, Mais autant le laboratoire Dexter, je vois de quoi tu parles, autant, le chien, Courage, c'est. Courage, Je vous aucune recommande idée. de le voir. Nickelodeon, pas du tout. Mais alors par contre, il y a quelque chose qui m'a, vraiment fait sourire et que j'ai adoré, c'est de savoir que, Oscar et Malika, Oui. c'est diffusé sur, enfin ça fait partie de l'émission Les Minicums. Qui existe donc toujours, Émission qui de mon a. Ah enfance, oui. mais qui existe Oh, toujours, qui a été oh, rebootée, je waouh! crois et Ouais. ça m'a fait un bien fou à mon cœur parce que les Ouais. Minicums, on adore Ouais, ouais. régulièrement. Je me chante la chanson des Oh Minicums là toute seule là. dans ma tête. Mais les On a grandi Minicames, avec ça. c'est encore des marionnettes comme à notre époque et tout et tout. C'est le vrai truc Alors d'avant. c'est une bonne question, je ne sais pas. Je pense que c'est avec d'autres stars, parce que je vois c'était une imitation de personnage. Ouais, ouais, c'était bizarre quand même, hein, quand on y repense, c'était un peu Mais bizarre. c'était un peu les Guignols pour enfants, Ouais, quoi. ouais. Exactement. Il y avait Antoine Decaune, on avait 8 ans, on voyait ça, je ne comprenais rien en fait, mais bon. Mais on aimait bien quand même. Alors on a un autre petit truc avant de conclure. C'est une interview où on te pose 10 questions sur tes goûts, Oula. séries préférées, films, trucs comme ça, et tu as le droit à, bon, normalement, une réponse, mais voilà quoi. On est souple, on va dire. Ok. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, on va essayer. Je suis très indécise, donc ça m'a. À chaque fois, je vais en citer 10. Une, Cédric. Allez, le premier qui vient en tête. Quelle est ta série préférée of all time? Of all times. Tu as cité le The Wire tout à l'heure? Oui, mais mais c'est pas ça. C'est pas ça. Je vais twister la question, je suis désolée. Mais la série qui m'a donné envie d'écrire de la série, en tout cas, c'est House of Cards. Ok, Ah! très loin de la série d'animation, effectivement. Tout à fait. Quelle est ta série, celle que tu regardes en ce moment? Alors, je viens de terminer de binger Vikings. Et en ce moment, je regarde en parallèle Pluribus et The Pit. Oh, Mmh. moi aussi. Le dernier film que tu as adoré? Les Aigles de la République. Le dernier film que tu as détesté? Si tu peux Hamlet. dire. Hamlet. Ah ouais. Ouais, moi j'ai bien aimé la fin quand même. Bon. Euh, Meilleur personnage d'animation, selon toi? Dexter. Du laboratoire de Dexter. Du laboratoire du coup, ouais, pas le serial killer. Non, c'est Courage le chien froussard qui est encore meilleur. Il se bat contre ses peurs. Il est... Bon, il est parfait. Le pire personnage d'animation? En fait, tous ceux qu'on retient même pas, quoi. Je dirais... Pourtant, j'aime bien cette série, mais tous les trucs type Princesse Sarah. Les petites filles très gentilles qui n'ont que ça comme... que ça à apporter. Non pas que je n'aime pas les petites filles très gentilles, j'adore Malika, par exemple. Est-ce que tu as un livre ou une méthode préférée sur la dramaturgie? Non, mais j'écoute beaucoup un de mes co-auteurs qui est un fan absolu de toutes les formations. Je sais que vous aviez invité Marc Herpoux, il a étudié un peu avec Marc Herpoux,
Il a lu toutes les méthodes, il écoute tout le monde et du coup, il me fait un condensé des meilleures choses. Donc moi, mon manuel, c'est, Léo Montel, mon co-auteur sur une de mes séries. Voilà. C'est pas mal, c'est pratique. Un ou des scénaristes qui t'inspirent? J'ai voulu être scénariste parce que j'aimais beaucoup comment, Spike Jonze, comment, Charlie Kaufman, sur les films de Spike Jonze au départ, construisait ses histoires. J'admire beaucoup, c'est très cliché de dire ça, mais pour avoir un petit peu, travaillé très, très en bas de la hiérarchie, avec Éric Rochon, j'aime beaucoup ses méthodes de travail et je trouve que c'est très, voilà, c'est assez admirable comment il fonctionne. Pardon, je cite des gros noms, mais forcément, sortir comme ça de son chapeau, c'est toujours plus compliqué. Bah non, mais c'est très bien. Voilà, c'est c'est déjà pas mal. Est-ce que tu as une recommandation pour les gens qui débutent dans notre milieu? Euh, ah, donc plutôt des auteurs, mais enfin, même pour des réals. Être à la fois très conscient du marché, se souvenir qu'on a une industrie et que du coup, il faut réussir à se placer dans un monde professionnel qui a ses propres règles, qui a, avec un marché qui se transforme régulièrement. Donc voilà, se tenir au courant. Et je donne ce conseil parce que je ne l'ai pas suffisamment fait à mes débuts et du coup, j'ai un peu galéré, j'ai pris du temps. Et je me considère encore comme autrice émergente parce que j'ai commencé à en vivre là, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, et pas forcément si bien. Donc voilà, ne faites pas la même erreur que moi. Renseignez-vous autant que possible et c'est aussi se renseigner sur tout ce qui est relou et qu'on ne veut jamais faire dans aucun métier. Et dans aucun métier indépendant, c'est savoir comment fonctionnent nos droits, savoir comment fonctionne la remise des droits de diffusion. Quand on n'a pas d'agent, et souvent c'est le cas au début, savoir un petit peu à quoi ressemble un contrat, comment ça se négocie, tout ça. C'est plein de choses extrêmement ennuyeuses. On n'a aucune envie de faire ça, mais ça fait aussi partie, très malheureusement, du métier. Mais, et ça c'est ce que j'avais déjà dit, quand on écrit pour soi, ce sur quoi on doit travailler, c'est la technique, c'est la forme, c'est notre art, mais par contre, faut pas se censurer dans ce qu'on a à dire. En tout cas, voilà. Et pour finir, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle, tout domaine confondu? Pour celles qui vivent à Paris ou en Île-de-France ou qui ont les moyens de venir à Paris, j'ai pas arrêté de parler d'art, d'artisanat. Et il y a une exposition qui m'a beaucoup plu, qui est au Palais Galliera, qui s'appelle Tisser Broder, qui parle du coup vraiment des différentes techniques qui ont évolué à travers le temps pour créer les tissus, les étoffes, qui sont ensuite utilisés pour faire des pièces d'art, puisque là on parlait beaucoup de la mode et de la mode des défilés. Et, euh, et je trouve ça très intéressant de voir comment fonctionnent d'autres artisanats en général. Donc, j'ai que ma recommandation, elle est ici. Ça permet aussi de se rappeler à quel point on est un métier, malgré tout, et même si on parle beaucoup du statut d'auteur, donc de l'artiste, on est aussi un métier où il y a de la collaboration, où il y a des petites mains qu'il faut pas oublier, je veux dire, les coordinateurs d'écriture, euh, tous ceux qui, euh, tous ceux qui vont juste retoucher vos dialogues, les stagiaires qui vont imprimer les textes 15 fois pour que le producteur surligne ce qui va pas. Tout ça, c'est une collaboration qui fait que les projets voient parfois, pas toujours le jour, mais qui me permet aussi de travailler. Du coup, je trouve ça toujours très beau de voir l'art dans chaque petite parcelle. Voilà. Bah, merci beaucoup, Cédriane. C'est super intéressant. Et c'est déjà terminé. Cryptologie, c'est fini. Merci d'avoir Oh. partagé tous tes petits secrets avec nous. On s'est vraiment régalé de passer ce moment avec toi. C'était ultra intéressant. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin, Cédriane? Voilà. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Ok, bah oui. Ouais, mais je dois dire que moi, je suis morte de rire à chaque fois de cette fin de la directrice. Elle est très, très drôle. Bon, pour ceux qui ont vu les épisodes avant d'écouter Scriptologie, vous comprendrez.
Et ben les amis, c'est la fin de cet épisode. On espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous suivre et à parler de nous si c'est le cas. Scriptologie, le podcast, c'est disponible sur toutes les plateformes où vous écoutez des trucs et aussi sur YouTube. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux, Insta, LinkedIn, ça s'appelle Scriptologie, le podcast. Ciao à tous et n'oubliez pas... Écrivez des trucs. T'en penses quoi? C'est pas mal? Non, Raph, c'est vraiment... c'est pourri, là. Arrête, c'est bien. C'est dans le thème du podcast. Non, franchement, c'est bien. Je pense qu'il faut quand même qu'on continue un peu de brainstorming pour cette phrase de fin. Bon, ok, en attendant, salut et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir, merci de m'avoir invité. Au revoir. Scriptologie, les podcasts sur l'écriture de scénarios. Scriptologie, on discute avec un auteur. Oh, Scriptologie, c'est la fin, mais on vous donne